Bienvenue les geeks et bienvenue les geekettes en ce joli lundi de crise malheureusement, où nous allons malgré tout retrouver les jeux téléchargeables, Oscillation ainsi que le Hidden Palace, mais comme c'est la crise, je serai peut-être amené, obligé et contraint à dispenser quelques petites pages publicitaires, alors ne m'en veuillez pas et tout de suite regardez les news. Les petites pestes masochistes d'Ubisoft font montre de leur velléité de star, en tirant une fois pour toutes la couverture à eux. Le prochain Lapin Crétin, la grosse aventure, développé cette fois-ci par les studios d'Ubi Montpellier, marquera ainsi leur premier titre vraiment solo, c'est-à-dire sans Rayman. Ça tombe bien, ce dernier a toujours paru déplacé dans l'univers cinglé et ultra référencé des peluches à baffer. Annoncé pour la fin d'année sur Wii, ce titre bénéficiera d'un nouveau moteur spécifique qui exploitera à n'en pas douter la Wii Motion Plus et d'un scénario bien crétin. Ce titre, qui devrait être un peu plus un jeu et un peu moins une compile de minigames, mettra en scène les lapins dans leur course à la lune. À peine 6 mois après la sortie de PES 2009, Konami commence déjà à communiquer autour de la version 2010 qui sortira dans à peu près 6 mois justement. Un choix complètement à l'opposé de celui d'Electronic Arts qui continue d'abreuver son FIFA 09 de contenu téléchargeable en tout genre, prolongeant par la même occasion la durée de vie de son jeu. Bien entendu, Konami annonce que PES 2010 sera mieux que les versions précédentes à tous les niveaux. Graphisme, animation, gameplay, IA, mode de jeu. Bref, le jeu ultime, dont le contenu sera en plus renforcé par l'obtention de la licence Coupe de l'UEFA, qui viendra s'ajouter à celle de la Ligue des Champions. Mais on ne peut être évidemment que sceptique devant ce choix ultra offensif de Konami. Essayer d'imposer la version 2010 de PES à cette période de l'année revient en fait à tourner la page PES 2009, en admettant que cette version ne répondait une nouvelle fois pas aux attentes des fans. On ne voit donc pour l'instant pas vraiment pourquoi l'épisode 2010 serait bien meilleur que ses prédécesseurs, vu que le 2009 était déjà censé rabibocher les fans de PES avec la licence. Toujours développé par Volition sur PS3, Xbox 360 et PC, Red Faction Guerrilla dévoile peu à peu son contenu. Cet ancien FPS reconverti en jeu d'action à la troisième personne présente quelques armes spectaculaires, dont le Walker, un véhicule utilitaire reconverti en arme, un peu comme l'exosquelette de Ripley dans Aliens. Cette espèce de battle mech sera susceptible d'accomplir de façon toujours plus spectaculaire la mission première d'un joueur dans Red Faction, tout détruire. Et de ce côté-là, on a toutes les chances d'être servi le 12 juin prochain. Criminology est un jeu exclusivement prévu sur DS, développé par Whitebirds, la boîte française fondée entre autres par l'auteur de BD Benoît Socal. Pour une fois, le jeu s'éloigne un peu du concept point and click pur et dur pour se rapprocher d'un jeu d'enquête, très largement inspiré de la série américaine Les Experts. Le joueur incarne un inspecteur chargé de résoudre 5 enquêtes résolument différentes. En revanche, il devra toujours suivre la même méthodologie afin de révéler l'identité du coupable. Tout d'abord, il découvrira la scène de crime et des multiples indices disséminés un peu partout dans les différents lieux. Pour les récolter, le joueur a à sa disposition plusieurs outils, comme la poudre et le ruban adhésif servant à révéler les empreintes, le coton-tige pour prélever les liquides, ou encore la pince pour saisir divers éléments comme des cheveux, des balles, etc. L'étape d'après consistera à analyser ces indices en effectuant des manipulations précises. Analyse ADN, empreinte digitale, sang, sueur, mais également analyse balistique, tout aura une incidence sur l'issue de l'enquête. Les joueurs ne seront d'ailleurs pas obligés de collecter tous les indices. Chacun approchera l'enquête à sa manière, même si certains éléments resteront indispensables pour parvenir à une conclusion qui sera, quoi qu'il arrive, similaire pour tous les joueurs. Certains interrogeront ainsi les bonnes personnes directement, alors que d'autres passeront par des chemins détournés demandant un peu plus de temps afin de découvrir le fin mot de l'histoire. Des news excellentes en dépit de la crise. Et tout de suite, n'oubliez pas, si vous payez votre assurance trop cher, si vous trouvez que vos médicaments sont hors de prix, et si vous voulez avoir un diplôme universitaire du second degré américain, regardez No Life. Et c'est jeu téléchargeable. Cette semaine voit arriver des jeux très attendus sur les plateformes de téléchargement console.
Les Days of Arcade continuent leur petit bonhomme de chemin sur XBLA, le PlayStation Network accueille le premier jeu des créateurs de Little Big Planet, alors que le néo-rétro prend toujours autant d'ampleur sur WiiWare. Il était attendu par une horde de fans et il est désormais disponible sur le XBLA. Ce jeu, c'est bien entendu Puzzle Quest Galactrix. Ce titre reprend le principe du désormais célèbre Puzzle Quest, qui mêlait habilement puzzle game et RPG. Galactrix se déroule dans un univers space opéra avec des vaisseaux spatiaux et autres pirates de l'espace. Le scénario prend toujours une place aussi importante. Par contre, les briques sont désormais à 6 faces, ce qui complique la façon d'appréhender les chaînes. Ce titre sera critiqué sur PC et DS mercredi dans 101%. De vaisseaux détruites. Flock arrive simultanément sur XBLA et PSN. Ce puzzle game décalé, rappelant quelque part le grand Lemmings, propose de diriger une soucoupe volante pour capturer des troupeaux de moutons. Il faudra ainsi déplacer des éléments du décor afin de créer des passerelles que les moutons pourront franchir afin de rejoindre le vaisseau mère. Voilà ce qui attend le ou les joueurs de Flock, ce titre étant jouable à 2 en coop. Capcom nous prouve une fois de plus que l'imagination des développeurs semble prendre un nouvel envol sur les plateformes de jeux téléchargeables. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de Flock. Ragdoll Kung Fu est le premier jeu des créateurs de Little Big Planet. Cette version est en fait un remake de la mouture PC sous-titrée Fist of Plastic, en référence bien sûr au Fist of Fury de Bruce Lee et Lowe, connu chez nous sous le nom La Fureur de Vaincre. Un peu comme les Sackboy, il est possible de bouger indépendamment chacun des membres du corps des poupées. Le style graphique n'est pas non plus sans rappeler Little Big Planet. Un pack Ragdoll Kung Fu étant d'ailleurs disponible sur le PSN pour ce jeu. Ragdoll Kung Fu étant un jeu de mêlée, un peu comme Smash Bros, il est donc axé sur le multijoueur, que ce soit en local ou en ligne. Equilibrio est un jeu dans la veine de Camel Try, c'est-à-dire un jeu d'arcade dans lequel on incarne une bille qui doit se frayer un chemin au travers d'un labyrinthe. Mais rien à voir avec un Marble Madness ou un Colorimpa. Le jeu se déroule en effet sur un plan 2D latéral, on ne voit donc que de côté. Il existe plusieurs types de balles à la résistance et à la physique variable. La grosse nouveauté vient de la jouabilité à la Wiimote. Il faut en effet pencher sa manette comme s'il s'agissait du plan du jeu. Mais on peut également utiliser le Wii Balance Board, un accessoire qui devient de plus en plus présent dans les productions Wii. Bubble Bubble Plus est un remake du jeu mythique doté de graphismes remaniés en 3D. Cet épisode Plus permettra également à 4 joueurs de jouer ensemble en local. La formule ne change pas d'un poil et la mise en bulle des ennemis ainsi que l'éclatement de ces mêmes bulles sont toujours de rigueur. Ce volet propose de plus des packs en téléchargement payant, ajoutant de nouveaux tableaux. On trouve aussi un classement des high scores en ligne pour pouvoir se la raconter avec ses virtuapotes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant cela nous allons voir la critique de Mappy, un ancien jeu d'arcade désormais disponible depuis peu sur console virtuelle. La console virtuelle permet depuis quelque temps déjà de découvrir ou redécouvrir les grands noms, les légendes et les mythes d'un média en pleine expansion, le jeu vidéo. La Wii est ainsi capable d'émuler la plupart des consoles, celles de Nintendo, Sega ou même NEC avec la PC Engine, ou encore des machines plus exotiques comme le Commodore 64 ou la Neo Geo. Mais depuis peu, la console virtuelle s'attaque à du lourd en accueillant une plateforme de luxe, l'arcade. Des jeux jusqu'alors inédits pourront maintenant faire partie de notre ludothèque sans que l'on ait besoin de posséder une borne d'arcade dans son salon. On se prend déjà à rêver des possibilités qui sont offertes, comme se faire un bon petit toki sans avoir à supporter l'affreuse odeur de tabac froid émanant de l'espèce de sandar crasseux soudé à la borne. Mais ne nous égarons pas. En attendant de pouvoir concrétiser ce rêve, Namco met à disposition quelques titres de son catalogue légendaire, GA+, Tower of Druaga ou encore Mappy. Ce dernier, s'il n'était pas sorti dans l'ombre d'un camembert rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, aurait très bien pu devenir l'emblème de la marque, mais le destin en décida autrement. Pourtant, Mappy a tout d'un grand jeu, et s'il n'est pas très connu chez nous, au Japon et aux États-Unis, il était incontournable. Alors vétéran comme néophyte, il est désormais temps de faire honneur à la petite souris policière. Le joueur dirige Mappy, une petite souris policière qui doit retrouver le butin volé par les chats dans une immense maison. Celle-ci dispose de plusieurs étages où sont disséminés les trésors des chats malfrats. Le but est bien entendu de ramasser tous les larcins d'un tableau avant de passer au suivant.
Et là, la tâche n'est pas simple, et il faut arriver à se frayer un chemin entre les chats kleptomanes. Et oui, au moindre contact, ces derniers assurent une mort certaine à notre pauvre petite souris. Dans cette maison étrange, on passe d'un étage à un autre de façon très singulière, en utilisant un système de trampoline. Beaucoup moins pratique qu'un ascenseur ou qu'un escalier, le trampoline permet cependant de se retrouver très rapidement à l'endroit désiré. Par contre, les félins-félons n'hésiteront pas à utiliser le même moyen de locomotion, afin de barrer la route à la petite souris. Pour s'en défaire, on peut faire preuve d'astuces pour les semer, ou encore claquer leur baigneur à grands coups de porte, une méthode certes un peu triviale, mais tout à fait efficace. Les portes clignotantes enverront quant à elles une onde de choc destructrice assommant tous les ennemis sur son chemin. Mappy est un ancien jeu, et comme pour la plupart des titres de cette époque, il tourne autour de la course au point. Mais dans ce jeu Namco, il ne suffit pas d'amasser les butins de ci de là, il faut élaborer une stratégie, car les trésors vont par paire. En ramassant deux objets d'une même paire, on active ainsi un multiplicateur de points. Et si au début on se retrouve avec des scores de 100 plus 100 x 2 peu appétissants, on peut vite se retrouver avec du 500 plus 500 x 6 beaucoup plus nourrissant. Si l'on prend ce genre de paramètres en compte, le plaisir de jeu est décuplé et la course au high score infinie. La première chose à laquelle on pense quand on parle de Mappy, c'est sans conteste son univers sonore. Il faut savoir qu'en 1983, à part quelques sons qui crachaient de ci de là, la musique et le sound design n'étaient pas la priorité des développeurs. La musique joyeuse et entraînante de Mappy le dotait tout de suite d'un capital sympathie énorme. Et ce n'est heureusement pas le seul point positif. Le chara-design mignon et cartoon, par exemple, renforce cette ambiance conviviale et permet de s'adresser à tout le monde, filles comme garçons, enfants comme parents, à une époque où le mot casual n'était dans aucune bouche. De plus, sous ses airs enfantins, Mappy cache un système de jeu ingénieux à plusieurs niveaux. On peut y jouer comme ça, une partie pour le fun, ou encore chercher à élaborer des stratégies pour obtenir des chaînes de scores permettant de concourir pour le score mondial. Score qui est actuellement de 789 065 points, tenu par Thomas Dudley. La console virtuelle est donc un bon moyen de s'entraîner pour qui veut devenir le roi de Mappy. Oui, c'est bien de télécharger des jeux, mais mesdemoiselles, vous restez quand même triste. Vous êtes morne, le printemps est sans saveur pour vous, vous n'arrivez plus à trouver de plaisir. Achetez du vieux gros et regardez Oscillation. Et pensez au vieux gros. Bonjour à tous. Attaquons-nous aujourd'hui à la musique d'un shoot 'em up mythique, Gradius. Ce jeu d'arcade sorti en 1985 est le premier volet d'une longue série et l'un des joyaux du genre. La musique de Gradius a été composée par le Konami Kukeiha Club, une équipe de compositeurs, musiciens et arrangeurs qui sont les créateurs de la plupart des musiques de jeux de Konami. Les niveaux du jeu étonnent par la diversité de leurs accompagnements musicaux. Chaque musique donne ainsi un caractère très particulier à l'environnement. Mais ce qui frappe surtout est la cohérence entre les différentes musiques. La bande originale du jeu écoutée dans sa totalité raconte une véritable histoire. Le premier niveau est optimiste et héroïque, comme pour signifier un joyeux départ. Le second niveau est menaçant. Chromatique et agité, il semble mettre la pression aux joueurs. Le troisième niveau est accompagné d'une musique plutôt étrange, irrégulière et dissonante par endroits. Sans doute symbolise-t-elle les êtres aux formes curieuses que l'on doit combattre dans ce niveau. La musique du quatrième niveau nous rappelle celle du tout premier. Quand on observe le design des niveaux, on se rend compte que le quatrième niveau est simplement une inversion verticale du premier. Et de ce fait, la musique semble elle aussi être une version verticalement inversée de la musique du premier niveau. Réécoutons la musique du premier niveau. Et voici encore une fois la musique du quatrième niveau. Strictement parlant, ce n'est pas vraiment une inversion, mais l'impression est bien là.
Les niveaux 5 et 6 se ressemblent musicalement. Dans le 5e niveau, la musique a un caractère menaçant. La même musique est traitée différemment dans le niveau 6 et acquiert un caractère plus héroïque et narratif grâce à de nombreuses modulations et une mélodie mouvementée. La musique du dernier niveau est très expressive et héroïque. C'est la dernière ligne droite. Impossible de ne pas parler du thème de Gradius. Écoutons-le. Ce morceau est extraordinaire, à la fois par sa composition et par sa fonction dans le jeu. Si l'on écoute bien, on se rend compte que ce thème est composé de 2 lignes mélodiques rythmiquement toujours identiques, mais pas régulières, ce qui fait qu'elles se chevauchent et se mettent en décalage. Ce morceau joue également un rôle important par sa fonction dans le jeu. En effet, intervenant à des moments clés, il remplit à la fois une fonction de thème principal, de musique de victoire et de niveau bonus. C'est sans doute pour cela qu'il a autant marqué les esprits. Et oui, la musique adoucit les mœurs, mais ne peut hélas rien contre la crise. Alors, si vous, devant votre petit écran, vous voulez, tout comme le Dr Lacave, avoir un énorme audimat, regardez nos lives. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Certains joueurs auront sans doute remarqué qu'il existe une petite mélodie de 19 notes dans quelques jeux Nintendo. Cette mélodie, c'est la chanson de Totaka. Totaka Kazumi est un compositeur qui travaille pour Nintendo depuis le début des années 90. Son autre activité pourtant moins connue est celle de doubleur, puisqu'il prête sa voix à Yoshi depuis Yoshi's Story, mais également au professeur Catastrophe dans Luigi's Mansion ou encore au capitaine Olimar dans Pikmin. Pour en revenir à la mélodie, on la trouve dans des jeux qui ont tous un point commun. Leur bande originale a été composée par Totaka Kazumi. On comprend alors que chacune de ces apparitions est une signature cachée. Alors que les joueurs occidentaux l'avaient découvert la première fois dans Mario Paint, les joueurs japonais l'avaient découvert sur Game Boy dans Ekushu quelques mois plus tôt. Ce jeu Game Boy est le premier dans lequel Totaka est officiellement crédité à la composition. Dans la 4e mission, le joueur doit sauver des scientifiques retenus prisonniers par des extraterrestres. Il arrive parfois que l'on sauve un faux scientifique, et c'est au moment où il apparaît à l'écran pour dire merci que la musique s'enclenche après une courte attente. Dans Mario Paint, le logiciel de dessin de la Super Nintendo, il est beaucoup plus facile de l'entendre. À l'écran titre, différentes animations se lancent lorsque l'on clique sur les lettres du mot Mario. Et lorsque l'on clique sur le O, une bombe explose et, surprise, il y a la chanson de Totaka. Toujours la même année sort Kaeru no Tameni Kanewanaru, un petit action RPG sympathique qui préfigure la sortie de Zelda Game Boy un an plus tard. Pour écouter la mélodie, il faut revenir dans le 3e village où une nouvelle maison est apparue après être allé au château. Il faut rester à l'intérieur un bon moment avant que la chanson de Totaka ne se déclenche. Et pour finir avec les jeux sortis en 1992, il reste Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Cette fois-ci, c'est extrêmement simple, il suffit d'attendre sur l'écran de Game Over.
L'excellent épisode de Zelda sur Game Boy, The Legend of Zelda Link's Awakening, ne propose pas une façon d'entendre ces 19 notes, mais deux. Les plus fidèles d'entre vous s'en souviennent peut-être encore car nous l'avions évoqué dans un Hidden Palace consacré entièrement à ce jeu. On peut tout d'abord la trouver à l'écran de sélection. Dans la version japonaise, en rentrant le nom Totakeke, la musique change et on entend un remix de la fameuse chanson. Cela marche également dans la version allemande de Link's Awakening DX, en choisissant les lettres M, O, Y, S et E. Mais pourquoi Moyes? C'est parce que c'est le nom de famille de Claude Moyes, le traducteur allemand. Plus tard dans le jeu, on rencontre Richard, le héros de Kaeru no Tameni Kanewanaru, et c'est d'ailleurs la musique de ce jeu qui est jouée dans sa maison. Lorsqu'on patiente un certain moment, elle se change en chanson de Totaka. Dans Wario Land sur Virtual Boy, une fois les crédits de fin terminés, le mot End apparaît. Il faut encore attendre à peu près 1 minute avant d'entendre la chanson de Totaka. En 1997 sur Nintendo 64, Yoshi Story propose non seulement d'entendre la voix de Totaka Kazumi en tant que Yoshi, mais également sa célèbre mélodie. Pour cela, il suffit d'attendre sur l'écran de sélection du stage du Trial Mode. Dans Luigi's Mansion sur Nintendo GameCube, le plombier doit s'entraîner avec le Ectoblast 3000 du professeur Catastrophe. Allô? Sur l'écran qui explique le maniement du jeu, il faut attendre plus de 3 minutes pour que les fameuses notes pointent le bout de leur nez. Dans Pikmin 2, lorsque l'on termine pour la première fois une grotte avec tous les trésors, un écran d'inventaire apparaît avec des confettis. Il suffit d'attendre sur cet écran plusieurs minutes avant d'entendre la chanson de Totaka. Dans Yoshi Touch & Go sur Nintendo DS, dans le mode marathon, lorsque l'on passe dans les montagnes venteuses, il suffit de mettre le jeu en pause et d'attendre que la chanson arrive. On retrouve directement Totaka Kazumi dans les Dobutsu no Mori en tant que personnage. Les Dobutsu no Mori sont en fait les Animal Crossing. C'est un petit chien blanc portant une guitare qui répond au nom de Totakeke en japonais et de Keke la glisse en français. Tous les samedis soirs, on peut le retrouver et lui demander une chanson de son choix. Il y en a une multitude, mais on peut lui demander la rengaine de Keke qui est en fait la chanson cachée de Totaka Kazumi.
Dans le dernier épisode d'Animal Crossing sous-titré Let's Go to the City, lorsque l'on prend pour la première fois le bus pour se rendre au centre-ville, il suffit de ne pas répondre à la première phrase d'Amiral, le chauffeur du bus, et d'attendre environ 3 minutes. Il sifflotera après les 19 notes de cette mélodie. Ce ne sont que quelques exemples des apparitions de sa mélodie. Et Totaka Kazumi ayant travaillé sur encore un bon nombre de jeux, il est sûr qu'il l'a laissé quelque part, mais cette fois-ci ce sera à vous de trouver. Et si vous tendez bien l'oreille, peut-être que vous entendrez une mélodie cachée dans ce Hidden Palace. En plus, c'est la fin de ce 100%, c'est la crise, vraiment tout fout le camp. Alors si vous voulez être fort, jeune, beau et riche, contactez 5 de vos amis, dites-leur de regarder nos lives tous les jours, 24 heures sur 24, et vous serez assuré de connaître une prospérité, une paix, une abondance pour les 13 générations à venir. Regardez nos lives et plein de bisous. But you don't have to fear. Silver snow